Mes bien chers amis, mes bien chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'anxiété de séparation, à ne pas confondre avec l'anxiété de l'abandon. J'en ai déjà fait une vidéo, je vous invite à scroller, n'est-ce pas, les vidéos de cette chaîne pour la retrouver et bien faire la distinction entre les deux. L'anxiété de séparation, c'est quoi? Ce n'est pas l'anxiété de l'abandon, c'est pas la peur d'être abandonné, c'est son rapport à l'autre, à l'objet au sens psy du terme. Et l'objet pourrait, cette fois-ci aussi, également être un objet réel, phénoménologique. Bien évidemment, avant toute chose, on pense à une personne. L'anxiété d'être séparé d'une personne, ou d'un groupe, ou d'une société. Ça peut être l'anxiété de s'éloigner de sa maison, tout simplement, ou de se séparer de certains objets qui comptent. J'ai presque envie de dire, il n'y a qu'un pas entre les deux, mais je ne le ferai pas, je ne franchirai pas ce pas, mais retirer le smartphone, l'iPhone, à bon nombre de personnes aujourd'hui, et vous verrez, vous dites à ces personnes-là, bon bah voilà, pendant une semaine tu n'auras pas ton téléphone, et pas du tout, vous allez voir effectivement le type d'anxiété que c'est capable de générer. Donc cette vidéo concerne tout le monde. Et pourtant, il y en a pas mal, et c'est pas grave, je vous aime beaucoup, qui ne vont se dire « Oh, l'anxiété de séparation, c'est quoi l'histoire? Il va encore nous fatiguer avec ça. » Non, je fatigue personne, je suis pas là pour fatiguer, je suis là pour éveiller. Entendez la polyphonie, pour éveiller, pour réveiller, pour réveiller. Très intéressante polyphonie, je l'ai entendue. Je pense que vous aussi. Alors, on va éclaircir tout ça, on va essayer du moins. L'anxiété de séparation, avant toute chose, on va entendre anxiété. On ne peut pas ne pas l'entendre. Anxiété. L'anxiété de séparation, donc c'est une anxiété, c'est une peur concernant une figure dite d'attachement. Donc un lien particulier. C'est presque autrement dit un point de repère. Ça concerne, je l'ai dit tout à l'heure, en règle générale, les personnes. Pourquoi je parlais de point de repère? Parce que ça peut être des lieux. Ça peut être des lieux précis. Ça peut être des endroits, des zones géographiques, mais ça peut être des endroits dans lesquels vous vous rendez, dans lesquels il y a des personnes, mais pas forcément. Voilà, la séparation d'un lien particulier, avec un lieu particulier, avec un endroit particulier, avec des personnes en particulier, avec des objets en particulier. Coefficient est plus élaboré en règle générale, effectivement, concernant les personnes, mais ça peut être des lieux, ça peut être des endroits spécifiques, particuliers, qui ont du sens pour la personne, pour laquelle il va être difficile d'envisager l'idée de s'éloigner ou de se séparer de cet endroit-là, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que ça va produire à un degré, disons, inapproprié, et ça va générer une réticence très particulière, très profonde. C'est pas la petite angoisse de base dont vous allez être séparé, effectivement, d'une personne, d'un endroit, et ainsi de suite, ceci, cela. Non, c'est déjà c'est de l'anxiété. Donc c'est déjà la taille au-dessus d'une petite appréhension. L'anxiété, c'est pas une petite appréhension. Non, c'est une grosse appréhension. L'anxiété, c'est toujours une peur anticipée, d'une menace future, qu'elle soit réelle ou perçue comme telle par la personne. Tout en étant différent. C'est vrai qu'il y a une vraie différence entre l'anxiété et la peur. La peur, c'est plutôt une réponse émotionnelle en règle générale. C'est intense. La peur, c'est plutôt une poussée hyperactive, neurovégétative, en fait, si vous voulez, voilà, on va faire un peu de neurologie, là. L'anxiété, c'est plus de l'ordre de la réflexion. Ça se scénarise. Alors, les troubles anxieux, vous le savez, ils sont nombreux. Il n'y en a pas un, c'est polymorphe, c'est multiforme. On les distingue bien les uns des autres. On ne traite pas une crise d'anxiété sur un sujet comme on en traite sur une autre. On les classe par nature, par objet ou par situation. Ces éléments, ils induisent des peurs, quasi inévitablement. Mais surtout, la notion de la peur à la confrontation, l'anxiété de séparation, c'est toujours avant. C'est en imaginant, en envisageant l'idée de se séparer, qui crée de l'anxiété. Autrement dit, dans tout ce verbiage, et puisqu'elles sont différentes, il ne faut pas confondre une anxiété généralisée, alors là c'est surtout, la personne s'angoisse de tout, d'une attaque de panique, qui est très circonstanciée, d'une agoraphobie, c'est différent, de l'anxiété de séparation, ça on va rentrer dans le détail, d'une anxiété sociale, c'est encore différent, de l'anxiété post-traumatique, ça c'est encore totalement différent, tout ça c'est de l'anxiété, mais c'est pas du tout la même, du deuil, l'anxiété du deuil,
l'anxiété du dépressif, l'anxiété du bipolaire, l'anxiété du psychotique, l'anxiété des troubles de personnalité. Toutes différentes. D'ailleurs, tiens, c'est intéressant de lister toutes ces anxiétés différentes. Moi qui cherche toujours des idées de vidéos et qui ai toujours l'impression que j'ai fait le tour et que j'ai plus rien à dire, si tant est que ça puisse m'arriver, finalement je me demande si je ferai pas un jour une vidéo sur chacune des anxiétés que j'ai citées préalablement. Je me le demande, pourquoi pas. En tout cas, l'attaque de panique, c'est prévu et dans un temps normalement relativement court. Mais alors ça, vous savez, c'est toujours pareil, le temps c'est très élastique. Hein, voilà. À peine c'est proche, c'est déjà très éloigné. Hein, voilà. Ou ce qui semble éloigné peut être extrêmement proche. Donc le temps est quand même très élastique. Alors tous ces troubles anxieux que j'ai cités, bien évidemment, ils s'agglomèrent. Hein, en règle générale, vous en avez rarement un tout seul, et puis il y a celui-là et les autres. Non, il y en a un qui peut en déclencher un autre, et puis qui peut en déclencher un troisième. On les a pas tous d'un coup, bien évidemment. Mais c'est pas possible. Mais un ou deux ensemble, ça c'est possible. Un qui déclenche un deuxième, ça c'est possible. Bon, fondamentalement, il faut savoir les dissocier. On ne traite pas les personnes de la même manière, en fonction du type d'angoisse et de crise d'anxiété qu'elles présentent. Et surtout dans quelle situation. Hein, je vous le redis, hein, la situation, l'objet et la nature. La nature de l'anxiété. C'est pas une généralité. On traite l'anxiété par la nature de son trouble. J'insiste. L'objet du trouble ou la situation. D'ailleurs, au passage, les addictions sont souvent inconsciemment un moyen de lutte contre l'anxiété. C'est tellement compliqué de gérer l'angoisse, de se faire occuper son terrain par l'angoisse, sans riposte possible, en toute incompréhension, eh bien, parce que tout ça n'a même pas forcément son nom et son étiquette. Hein. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont vécu 30 ans d'angoisse, d'anxiété, et qui ne savaient pas ce que c'était. Voilà. Et d'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui redoutaient cette parole anxiété. C'est quoi cette histoire? Voilà, c'est un trouble conséquent, considérable. C'est du sérieux. Hein. Ça rigole pas. Hein. Après, il y a des degrés. Hein. Tout ça a une échelle, tout ça a un curseur. Effectivement, plus il est haut, plus c'est prenant, dans le mauvais sens du terme. Petite anxiété de base, limite ça va, on s'en sort relativement bien. Donc l'addiction, on l'a vu, c'est un moyen de lutte, c'est une béquille contre l'anxiété en règle générale. Les personnes ne savent pas pourquoi elles le font, mais il y a bien souvent un lien avec l'anxiété. Ça apaise. C'est pas l'idéal, hein, je vous le dis tout de suite, mais les personnes viendront vous expliquer que ça leur fait du bien. Très souvent, les personnes addictes viennent vous expliquer qu'elles trouvent de l'apaisement en consommant telle substance, tel produit, ou en pratiquant telle activité, ça leur fait du bien. Mes petits amis, il existe bien souvent des périodes dans la vie où l'être humain a été confronté à l'anxiété de séparation. Et notamment quand il était tout petit. Hein, se retrouver à la crèche, ne serait-ce qu'à la crèche, se retrouver à l'école maternelle, au primaire, c'est l'obligation de la séparation de plein de choses, non seulement la mère prioritairement, le père prioritairement, et la maison, bien évidemment, d'où l'intérêt du doudou, objet transitionnel qui permet de pallier la transition entre la séparation des parents et le retour des parents. Mais l'objet transitionnel, c'est pareil, il a une valeur momentanée. Un objet transitionnel sur des jours et des jours, il finit par être totalement désinvesti, il perd de son sens. Parce qu'il permet effectivement de faire le lien, une jonction psychique, hein, on est bien d'accord, entre psycho-affective, entre le moment de la séparation et le moment des retrouvailles. S'il n'y a pas de retrouvailles, l'objet transitionnel risque d'être totalement désinvesti. Il perd de son sens. Donc c'est un objet circonstancié. Il faut que les choses se déroulent comme elles étaient prévues, puisque, d'où l'intérêt de parler aux enfants. Prévenez vos enfants. Quand il va se passer quelque chose, vous les prévenez, vous leur expliquez. Même s'ils regardent à droite, à gauche, même si, peu importe, ils jouent pendant ce temps-là, ils vous entendent. Hein, c'est fondamental ça, et ils entendent la crédibilité de votre discours. Et vous les rassurez, je penserai à toi, je te passerai un coup de fil, on fera une visio, et ainsi de suite. Quand tes parents comme ça partent parfois quelques jours, ou ainsi de suite, le père doit s'absenter, la mère doit s'absenter, prévenez vos enfants, expliquez-leur ce qui va se passer. Hein, ils n'ont pas forcément le don d'arriver à tout capter, voilà. Donc, et même si maman elle explique, ou papa il explique, ben ça n'a pas le crédit de l'explication de maman ou de papa. Les enfants méritent le respect, il faut leur parler, il faut leur expliquer.
Ils seront d'accord, pas d'accord, il faut leur expliquer ce qui se passe, ce qui va se passer. C'est fondamental ça. Donc l'enfant, il sait ce que c'est que d'être séparé de son parent, il le sait. Voilà, il peut finir par le redouter. Et ça peut générer d'ailleurs, dans des situations un petit peu plus compliquées, ça peut générer d'ailleurs des problématiques assez importantes, puisque l'enfant finit par redouter à l'avance le fait qu'il va être séparé de ses parents. D'un de ses parents, de ce parent, ou de sa maison, et ainsi de suite. Ça dépend de ce qui se passe, comment ça se passe. Alors ce qui se passe, c'est que l'enfant, il va se retrouver, l'enfant, ou l'adulte d'ailleurs, va se retrouver triste, hein, malheureux d'être séparé, hein, à l'avance et pendant. Hein, quand vous démarrez une phase où vous estimez que ça va être une phase malheureuse, vous avez rarement un grand sourire aux lèvres, hein, ça peut se comprendre. Le problème, quand on redoute effectivement ce genre de situation, il peut y avoir des difficultés scolaires, il peut y avoir une perte d'appétit, il peut y avoir une hyper-excitabilité, au contraire un mutisme, des perturbations de tout ordre, alors que, en dehors de ça, de cette angoisse-là, finalement, d'une certaine manière, l'enfant se débrouille pas trop mal, mais face à ça, il est plutôt, comme qui dirait, perturbé. Donc vigilance, parce que les conséquences, si c'est pas vu, si c'est pas repéré, peuvent être beaucoup plus lourdes. Vous savez très bien que la problématique de l'être humain, parfois, oh là là, tout va bien, elle se résout d'elle-même, elle s'amenuit, mais parfois, malheureusement, elle s'aggrave. Bon, ce phénomène, bien évidemment, se produit en règle générale après un trauma, hein, après une période qui a été un peu compliquée. Voilà, ça se met rarement en place, ou alors il y a un problème d'autonomie, ça se met rarement en place sans que ça n'ait déjà été vécu. Mais bien souvent, et une fois que ça a été vécu et mal vécu, ça peut mettre en place effectivement cette anxiété de séparation. La peur de revivre ce que l'on a connu. Ça me fait penser à l'attaque de panique, où bien souvent, c'est un des grands critères d'ailleurs qui vient bien dire qu'il y a eu une attaque de panique, c'est que la personne a, et c'est normal, et c'est incontournable, la personne a peur de revivre cette attaque de panique qu'elle a vécue dans n'importe quelle situation possible, imaginable, bien évidemment. Et ça, c'est pareil, l'anxiété de séparation, c'est la peur de revivre une séparation de nouveau et de mal la vivre comme la précédente a été mal vécue. Tout ça s'explique, tout ça est complètement légitime. Ça n'empêche pas malheureusement de souffrir, c'est ça le souci. Alors, ça concerne quoi? C'est les séparations avec les parents ou avec un lieu, peu importe, ça peut être un deuil malheureusement. Ça peut être l'éloignement d'un proche, une maladie, l'éloignement, la personne est hospitalisée pendant des mois et des mois, ou des semaines et des semaines. Ça peut être la perte d'un animal, ça peut être très dramatique pour bon nombre de personnes, quel que soit l'âge. Ça peut être la maladie, voilà je l'ai dit, qui touche un membre de la famille. Ça peut être le divorce, évidemment. Ça peut être un déménagement, ça peut être énormément de choses. Un parent qui est tout d'un coup beaucoup moins disponible pour son enfant, alors qu'il était effectivement très présent depuis sa naissance. Voilà, tout ça, pêle-mêle, il y en a d'autres, hein, mais ce sont les plus importantes en règle générale. D'ailleurs, les mécanismes psychiques en lien avec l'anxiété de séparation produisent souvent une surestimation du danger. Mais c'est propre de l'anxiété, c'est propre de l'angoisse. Et c'est bien souvent ça, cette production anxiogène de la situation qui déclenche encore plus l'anxiété, les crises d'anxiété. L'anxiété déclenche la peur, enfin bref, la peur déclenche l'anxiété, voilà, c'est un espèce de rouleau compresseur extrêmement puissant, et quand la roue A se met à tourner dans ce sens-là, la roue B se met à tourner, la roue C se met à tourner, voilà, ça déclenche effectivement, en effet domino, ça déclenche une escalade, une chute, une suite de phénomènes, tous les plus complexes soit-il. Alors l'anxiété, bien évidemment, ça déclenche des peurs, des pensées, des symptômes, des syndromes, ensemble de signes cliniques, de l'addiction, de l'évitement de situation, de la fatigue, des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, des troubles de concentration, des troubles comportementaux, de l'agressivité, des larmes, du mutisme, voire un trop-plein de communication, une logorée de parole, tout ça est possible, c'est de la casuistique. Chacun réagira à sa manière en fonction de l'anxiété dont il est saisi. Il y a le risque que certaines personnes, effectivement, se replient sur elles-mêmes, d'autres qui se rapprochent et qui se collent aux autres, d'autres qui surmultiplient des activités, la solitude, mal vécue en général. Il y a de bonnes solitudes et il y a de solitudes mal vécues, l'enfermement sur soi-même, le repli. Il faut vraiment repérer, répertorier la situation qui déclenche ce phénomène-là. Si c'est pas repéré, vous n'allez pas savoir, vous allez saisir que vous n'êtes pas bien, en général ça se repère assez facilement, c'est bien le seul truc accessible, ça, c'est je comprends bien que je vis telle situation et qu'elle génère cet état dans lequel je suis. Et là il faut consulter.
non seulement le médecin pour se faire aider, hein, une petite béquille au sens de l'anxiolytique, et un psy, ça peut être quand même pas mal. Parce que non seulement il y a la situation présente, c'est une chaîne. C'est pas le premier maillon, à mon avis, là. Quand vous êtes un jeune enfant, oui, pas de souci. Mais ça, je dis ça pour les parents. Parce que les enfants, ils regardent pas mes vidéos. Mais pour quelqu'un qui est déjà adulte, vous pensez bien que vous avez déjà quelques crises derrière vous. C'est très rare de rencontrer quelqu'un qui déclenche sa première crise à 20 ans. Il en a déjà eu avant. Il s'en souvient pas. Mais il en a déjà eu. C'est très insidieux, c'est très fourbe. Il faut chercher. Il faut chercher. Et quand on cherche, on trouve en règle générale. Alors l'anxiolytique, c'est bien, c'est une très bonne idée. Quand on ne gère pas, c'est une très bonne idée. Donc parlez-en à votre médecin si vous êtes très angoissé, toujours. Mais attention, ça ne résout pas la problématique face à laquelle vous êtes. C'est ça le souci. Une fois que vous aurez stoppé votre traitement d'anxiolytique, effectivement, la problématique, si elle n'est pas résolue, ça risque de recommencer. Donc, un savant mélange, certes d'une prise d'anxiolytique, pour arriver à tempérer un petit peu tout ça, pour retrouver vos esprits. Un peu d'apaisement. On réfléchit mieux apaisé que quand on est la tête sous l'eau, je vous le dis tout de suite. Mais aussi bien voir quel est le problème que vous rencontrez. Ça, c'est très important. Très très important. C'est vraiment un travail bilatéral, bidimensionnel. Si le trouble n'est pas pris en charge, il se densifie. C'est le souci, il se renforce. Il se rigidifie et c'est beaucoup plus compliqué. Ne traînez pas. Jamais facile d'aller consulter un psy, bien évidemment. Jamais facile d'aller voir son médecin pour parler de ça. Et pourtant, ce sont des alliés hautement symboliques. Ne vous la jouez pas seul dans votre coin, c'est trop compliqué. Ça va être compliqué, c'est déjà compliqué. En thérapie, principalement, on cherche effectivement à réduire le caractère excessif de la manière dont les choses sont vécues, ce qui n'est pas simple, et dont elles sont anticipées. C'est-à-dire que le scénario, il va être forcément d'office dramatique. C'est pas compliqué, non, c'est dramatique. Voilà. Donc ça, il faut essayer de le réduire. Ça va pas disparaître. Il faut le réduire. Et c'est déjà beaucoup. Et c'est déjà beaucoup. Mais c'est pas le truc parfait, là. On n'est pas dans Alice au Pays des Merveilles. C'est pas ma copine, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. Je vous le redirai hein, l'année prochaine. Hein. Je vous le redirai. Je sais pas quand est-ce que je ferai une vidéo. À mon avis, ce sera tous les 10 jours ou tous les 15 jours. Je pense que la vidéo toutes les semaines, ça, je crois que c'était très bien, c'était fabuleux. Mais pour moi, c'est beaucoup trop compliqué. Beaucoup trop compliqué. Et des fois, franchement, honnêtement, de vous à moi, c'est ce qui me booste des fois à me dire « Allez, vas-y, mon grand, tu dois publier vendredi. » Ben, c'est les superbes commentaires que vous laissez sur la chaîne. Et je me dis, ben, rien que ça me galvanise. Ben, je vous remercie. Parce que si effectivement cette année, j'ai réussi à faire l'année, en dehors des vacances scolaires, si j'ai réussi à faire des vidéos toute l'année, toutes les semaines, eh ben, en partie, c'est grâce effectivement au message exceptionnel que vous me laissez. Et franchement, je vous en remercie. On évalue toujours le caractère, la crise d'anxiété et de séparation si la personne, effectivement, elle n'a pas surconsommé quelque chose. Voilà, il faut que la personne soit hors toute consommation. Si elle consomme de l'alcool et qu'elle a une crise d'anxiété après l'alcool, on est obligé de faire le lien direct entre les deux. Voilà, donc il faut vraiment que vous soyez sous aucune substance. Voilà. Si la crise se met en place sans substance, effectivement, on peut diagnostiquer une forme ou une crise, des crises, d'anxiété de séparation. Substances diverses, hein, tout ce qui peut être chimique. On va voir en quelques points les présupposés de base. Il y a donc une peur excessive. Ça, c'est le problème. Et inappropriée de la séparation avec une personne, un lieu, la maison. Quand vous partez en vacances notamment, c'est une anxiété de séparation. Toute la question, c'est la question du degré. À quel degré vous êtes affecté parce que vous allez partir de votre maison. Ça, c'est très important. C'est un bon moyen de vous en rendre compte. Alors, il y a quelques points à regarder. Effectivement, si vous répondez à quelques-uns, attention, ça pourrait sous-entendre que vous seriez affecté par cette problématique-là. Je ne le souhaite pas, mais c'est pas impossible. Dans ce cas-là, vous foncez voir votre médecin, vous allez lui en parler, et vous foncez voir éventuellement, enfin foncez, vous allez voir un psy, vous allez en parler parce que c'est pas bon que vous restiez avec ça. Détresse excessive et récurrente, les mots vont avoir un sens là, hein, récurrente. Vous devez vous rendre compte que cette problématique-là, elle est là, elle est toujours là. En anticipation d'une séparation avec une personne qui compte particulièrement pour vous. Parents, compagnons, enfants, voilà, ça vous met mal à l'avance de le savoir. Et en général, quand ça a lieu, vous êtes dans tous vos états.
Autre point, un peu différent, la peur qu'il arrive malheur à une personne qui vous est très chère. Donc la peur un de vos enfants, votre compagnon, votre compagne, un de vos parents, voilà, il leur arrive malheur. Voilà, la mort, la maladie, un accident, voilà, ça c'est pareil. C'est une forme d'anxiété, c'est un pan de réflexion de l'anxiété de séparation. Surveillez toujours ce qui est du côté de la réticence quant au fait de sortir, de s'éloigner de la maison, notamment les vacances, je vous en parlais tout à l'heure. Et basiquement pour aller à l'école, aller au travail, ainsi de suite. Méfiez-vous de ça, cette réticence-là. Méfiez-vous. Pourrait y avoir derrière ça, c'est un signe, il en faut plusieurs, d'anxiété de séparation. Séparation d'un endroit, la maison, qui est rassurant, qui est enveloppant, qui est maternant. Et il y a du trauma qui remonte à la surface. Mais que les gens ne voient pas, que les personnes ne voient pas à ce moment-là. D'où l'intérêt d'interroger tout ça, chez le psy notamment. Méfiez-vous de toute appréhension ou réticence à rester seul dans un endroit. Voilà, ça c'est pareil, on sent qu'il y a un petit quelque chose qui travaille. Tout ce qui est refus ou réticence à dormir en dehors de chez vous, par exemple, ou de dormir sans une figure d'attachement. Les cauchemars répétés en lien avec des situations de séparation, ça c'est un classique. Les symptômes, en lien avec les séparations, une plainte, un symptôme, un mal-être, un inconfort. On est dans le psychisme, il n'y a pas photo, voilà, on est dans le somatique, le psychosomatique. Alors tout ce qui est vomissement, céphalée, maux de ventre, tremblements, palpitations, difficultés respiratoires, voilà, tout ça sont des signes qui, avant une situation de séparation, sont des alertes potentielles. La peur persiste pendant 4 semaines, chez l'enfant en général, et chez un adulte, je vous dis, c'est vraiment entre 4 et 6 mois, en gros. Après, c'est pas tellement une histoire de temps, c'est vraiment une histoire de l'aspect invalidant des choses qui compte. Si c'est invalidant, c'est pas la peine d'attendre 4 mois. Au bout d'un mois, vous allez consulter. C'est pas la peine d'attendre 4 mois. Si ça devient cauchemardesque à cause d'une séparation, c'est pas la peine d'attendre 4 mois pour être sûr. Il n'y a pas. On est d'accord. L'inconfort l'emporte et je vais me faire aider. Cette anxiété génère donc des complications quant à votre place dans la société, dans votre rapport à vous-même, dans votre rapport professionnel, dans votre rapport scolaire, dans votre rapport à l'alimentation, dans votre rapport à votre sommeil. Voilà, des symptômes qui arrivent, qui ne devraient pas arriver. Voilà, tout ça, ce sont des signes qui sont à évaluer. Si on se place d'un côté structuraliste, l'anxiété de séparation, je l'ai dit tout à l'heure, on la retrouve vraiment dans bon nombre de configurations. On n'accompagne pas un névrosé comme on accompagne effectivement une personne qui a un bipolaire ou quelqu'un qui a un trouble psychotique. Ça, je dis bien si on est structuraliste. Mais la personne qui a des troubles de personnalité, le psychotique, le borderline, tout le monde risque d'avoir effectivement des peurs, de l'anxiété de séparation, mais pas forcément d'abord pour les mêmes raisons, et en fonction de sa structure, ça ne va pas être vécu de la même manière. Voilà, donc c'est pour ça que ce pan structuraliste me semble important aujourd'hui, même si on a tendance à raisonner maintenant en signes cliniques et plus en structure, perversion, psychose et névrose. La thérapeutique, toute attitude la plus rapide possible, c'est pas la peine de traîner, c'est pas la peine d'attendre, qui effectivement va travailler pour vous, principalement la psychothérapie, parce qu'il y a vraiment des choses à exprimer, nous sommes des êtres de parole, il y a un bon accueil en règle générale chez le psy, en règle générale, ou chez votre médecin, mais surtout la psychothérapie, vous en parlez à votre médecin, je vous en ai parlé tout à l'heure, et il y a des choses à comprendre. Il y a quelque chose qui remonte à la surface, ça serait quand même bien que vous arriviez à repérer et à expurger ça. Sinon, indépendamment de ça, du généraliste et de la psychothérapie notamment, c'est toute attitude, sophrologie, yoga, cohérence cardiaque, thérapie relaxante, méthode relaxante, méditation, toute forme, toute technique qui permet de trouver des postures, des formes d'apaisement psycho-corporel permettant de réduire la violence de ce genre de crise d'anxiété de séparation. D'anxiété due à la perspective de séparation. Mais attention, ça ne résout pas le problème, ça vous permet de le gérer, c'est une béquille symbolique, mais ça ne résout pas le problème, ça ne vous permet pas de le comprendre, de le résoudre, et encore moins, effectivement, de voir les éléments du passé qui remontent à la surface. Donc, les approches corporelles, respiratoires, c'est bien, mais attention, il pourrait manquer quelque chose. En tout cas, en attendant, et plutôt que de couler, c'est mieux d'y avoir recours. Voilà, j'espère que ce thème vous a intéressé, j'essaie de le rendre le plus attrayant possible, prenez tous grand soin de vous, je vous dis à très bientôt.